Bonjour, bienvenue dans ce grand débat sur le thème le SAD du futur dans l'idéal, c'est quoi? Alors on le sait, plus de 80% des seniors veulent rester à domicile. Avec la vague du baby-boom qui arrive aux âges les plus avancés, pourra-t-on répondre à cette attente? Est-ce que les SAD actuels seront en mesure de répondre à cette attente? Que faut-il améliorer, voire changer pour cela? Que seront les SAD de demain pour réussir ce challenge? C'est ce dont nous allons discuter, ou plutôt mes invités vont discuter. Tout d'abord, Lucille Buffarul, directrice fondatrice de Pôle Domicile à Nice. Mathieu Charnelet, qui est le fondateur et gérant de La Main de Jeanne. Didier Château, qui est le président fondateur de Général de Service. Florent Poussard, qui est le directeur de l'agence Amélie Groupe Sodexo à Bordeaux. Et Henri Boucher, associé chez Xelia, en charge de la communication. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Je vous propose de commencer par un tour de table, peut-être pour vous présenter rapidement et ensuite la principale idée pour le SAD du futur. On commence par Lucille. Merci. Donc, je suis Lucille Buffarul, infirmière de formation. J'ai créé Pôle Domicile, qui est un SAD qui s'adresse aux personnes dépendantes, soit liées à l'âge ou handicap, ou liées à une maladie évolutive, il y a 10 ans maintenant. C'est une véritable mission, un véritable sacerdoce pour moi. J'étais en carrière hospitalière et j'ai été heurtée par le fait que les personnes ne pouvaient pas rentrer à domicile et donc envie de bouger un petit peu les choses et donc la création de pôles domicile, puis d'autres qui ont suivi derrière, tout autour du maintien à domicile. Ma vision pour 2030, c'est quand même pas très loin, c'est dans quelques années, il va y avoir une évolution générationnelle avec des personnes qui sont déjà âgées aujourd'hui, qui vont être de plus en plus âgées, et également les vieux jeunes, on va dire, qui ont des méthodes de communication différentes et aussi un état d'esprit différent. Donc, comment on va pouvoir s'adapter à eux tout en étant en fait dans une mutation de notre métier suite voilà, au changement du domicile avec le sanitaire, malheureusement, au niveau des infirmières, de moins en moins présentes et des aides à domicile voilà, de plus en plus présentes, de moins en moins reconnues malgré tout. Donc, comment on améliore tout ça? C'est notre mission pour moi aujourd'hui, pour répondre aux enjeux de demain. Super. Didier. Oui, Didier Château, bonjour à tous. Général des services, donc créé il y a à peu près 23 ans, 80 points de vente, 2500 salariés, une majorité de prestations sur le maintien à domicile. On est présent en France et dans les DOM. 2030, deux révolutions importantes, deux faits très marquants dans notre secteur. Le premier, je pense que les SAD devraient changer leur modèle économique pour passer du curatif vers du préventif et de devenir des agents de la prévention pour finalement faire le lien avec le soin, la santé. On est au domicile des personnes et on connaît les besoins, les fragilités. On est le premier à repérer les signaux faibles. Donc, il faut en faire un métier et il faut le vendre. Voilà, il faut en faire un modèle économique. Bah, le deuxième, c'est impressionnant, c'est le départ à la retraite de nos salariés parce qu'eux aussi vieillissent. Et on attend entre 700 et 800 000 personnes qui vont quitter le secteur de l'aide à domicile, de l'auxiliaire de vie, d'ici 2030. Donc, comment nous allons nous challenger pour ne serait-ce que recruter les remplaçants? Je ne parle même pas du potentiel des nouveaux clients, des nouveaux usagers qui vont arriver sur le marché. Voilà. Florian. Donc Florent Poussard, en poste sur Bordeaux, gérant de la structure Amis Groupe Sodexo, un acteur prestataire positionné essentiellement sur de la dépendance. Aujourd'hui, nous, on est un acteur reconnu essentiellement pour nos salariés qu'on positionne en formation et c'est le premier point que j'ai moi pour le SAD version 2030, la formation et la professionnalisation des recrues à venir. Et un lien également en parallèle sur le financement de nos passages aujourd'hui, en lien avec notamment un acteur en priorité, le conseil départemental, pour assurer aux bénéficiaires la prise en charge la plus optimum possible. Voilà. D'accord, super. Mathieu. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Donc Mathieu Charnelet, gérant de La Main de Jeanne. C'est un SAD à Béziers, 5 agences dans le Biterrois, 270 salariés, 1300 bénéficiaires, essentiellement dépendants, âgés, handicapés. En 2030, le SAD, c'est l'endroit vers lequel les personnes âgées ou en situation de handicap se retournent quand ils veulent organiser leur maintien à domicile. Donc, c'est le point d'entrée
pour les informer, coordonner, organiser leur maintien à domicile. Et c'est surtout un endroit où ils vont avec confiance et où ils savent qu'ils vont trouver un homme ou une femme qui va les rassurer, leur expliquer, les accompagner. En 2030, le SAD du futur, les personnes qui veulent aider les autres, plus fragilisés, les plus dépendants, font la queue pour venir travailler dans un SAD parce qu'ils savent qu'ils vont s'éclater, qu'ils sauront pourquoi ils se lèvent le matin et qu'ils vont travailler dans de bonnes conditions. En 2030, le SAD du futur, il a la confiance parfaite de l'État, qui sait qu'il met beaucoup d'argent dans la prise en charge des personnes dépendantes, qu'il a raison de le faire et que la qualité de prestation de service est là, donc on a de la bientraitance et qu'il y a des organisations du travail et des conditions de travail qui sont bienveillantes vis-à-vis des salariés. D'accord. Justement, on va poursuivre sur cette même idée, enfin, la première idée que Mathieu a dit, dans l'écosystème du maintien à domicile, comment est-ce que vous voyez la position du SAD? Est-ce que c'est un acteur parmi d'autres ou est-ce que c'est l'interlocuteur unique? Mathieu, je vais quand même poursuivre avec Mathieu. Quand tu dis interlocuteur unique, j'allais te dire que sur Béziers, il y a plusieurs SAD. Comment c'est possible d'être à plusieurs uniques? Comment c'est possible? Alors, à Béziers, il y a plusieurs SAD. Dans l'Hérault, il y a plusieurs SAD. En France, il y a plusieurs SAD. Je pense que si on veut upgrader la qualité de service, les conditions de travail, inévitablement, il va y avoir une concentration de notre activité. Les structures de soins l'ont connu avant nous. Les structures d'EHPAD l'ont connu avant nous. Inévitablement, il y aura moins de SAD demain. Par contre, il y aura plus de SAD professionnels, structurés pour répondre à tous les besoins. Donc, il n'y aura pas un SAD, il y aura probablement plusieurs SAD, en fonction, bien sûr, du bassin, voilà, s'il est très urbain, s'il est un peu urbain, s'il est rural ou très rural. Donc, il y aura une concentration nécessaire à venir. Et j'ai oublié l'autre partie de ta question, Frédéric. C'est bon. Lucie, moi non plus, j'ai oublié. Donc, Lucille, l'idée de Pôle Domicile en 2030, par rapport aux autres acteurs, et après on va enchaîner sur la coordination, mais d'abord par rapport aux autres acteurs, vous allez vous positionner comment en 2030? Vous serez quoi? Avec le micro. En 2030, Pôle Domicile, comme on a toujours été depuis le départ, en fait, on est vraiment axé sur cette coordination globale en fait, à la maison et qui va s'accentuer. Hein. Je rejoins tout à fait les propos. Je pense que vraiment, il va y avoir aussi cette mutualisation des SAD, en fait, hein, soit voilà, par des personnes qui vont partir à la retraite. Hein. Il y a aussi des dirigeants qui sont assez âgés autour de nous. Il y a des structures qui sont petites, qui sont fragiles. Voilà, on sait bien qu'avec les évolutions et la future réforme, ça risque d'être compliqué pour certains. Nous, dans notre département, il y a aussi cette politique où, pour l'instant, on ne peut plus ouvrir de SAD, hein, donc les autorisations sont fermées. On sent vraiment qu'il y a cette politique de vouloir vraiment réduire le nombre d'acteurs pour améliorer la qualité. Et nous, bien sûr, on sera présent pour améliorer cette qualité-là, comme on l'est depuis le départ, avec ce regard finalement de soins qui me sert aujourd'hui pour transmettre à mes équipes en alliant en fait la force du médico-social et le sens du médico-social au cœur de notre quotidien. Lucille, c'est le SAD qui doit être au centre de cette coordination, de cet écosystème, ou c'est un acteur un peu plus haut qui serait indépendant de tous les SAD? Non, je pense qu'il faut vraiment repositionner le SAD. Alors, il peut faire partie d'une chaîne, par contre, il doit faire partie de la chaîne. Ce n'est pas forcément en fonction des besoins et des attentes des bénéficiaires. Voilà, le SAD peut avoir un rôle plus ou moins prépondérant s'il y a de la maladie, s'il y a d'autres choses. Voilà, notre place n'est pas toujours adaptée. Pour autant, on garde le lien avec eux et c'est nous qui sommes présents le plus souvent possible à la maison. Donc oui, pour moi, le SAD doit avoir ce rôle prépondérant, mais en fonction des situations, on peut être plus ou moins en avant, mais ce qui compte, c'est qu'il y ait de la communication entre tous les acteurs. Et je ne crois pas qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui chapeaute ça, puisque chaque SAD a son identité, chaque SAD a sa façon de faire, a ses méthodes. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut, par contre, c'est qu'effectivement, la coordination soit gérée et soit garantie par les services d'aide à domicile. Après, chacun aura sa façon de faire. Donc ça, il faut le respecter aussi. On ne peut pas mettre tout le monde et trop généraliser, ce n'est pas entendable non plus. On n'y arrivera pas. Didier, du côté de la tête d'un réseau, comment est-ce que tu vois la chose? Toujours pareil, l'écosystème, puis la position du SAD dans l'écosystème.
Je trouve passionnant notre échange parce qu'en fait, on a des acteurs indépendants qui ont créé leur boîte, on a des franchisés qui ont cru au secteur et qui ils sont des entrepreneurs à part entière. Et puis, effectivement, moi, je suis une dimension plus nationale. Ma vision, elle va pas plaire à tout le monde, mais c'est bien qu'on partage nos opinions. Moi, je pense qu'il faut, à minima, standardiser pour assurer la qualité, pour baisser les coûts de production, que ce soit la formation, que ce soit les achats de prestations intellectuelles, que ce soit les fournitures. Enfin, en gros, il y a moyen de créer des synergies économiques. Je ne pense pas qu'on soit au bout du maximum de productivité de notre secteur. Je pense qu'il y a encore quelques petites marges de manœuvre qui permettraient justement de dégager des marges pour les redistribuer aux salariés, pour redonner une attractivité. Donc voilà, je pense qu'il y a un minimum de standardisation à apporter pour sécuriser la relation, pour développer des marques employeurs, pour amener des outils un peu innovants et d'un bon niveau pour accompagner nos salariés sur le terrain et sécuriser leurs prestations à domicile. Il y a un autre sujet, c'est la pénibilité des métiers, c'est-à-dire que on est clairement le secteur qui a le plus d'accidentologie et qui a le plus d'accidents, de maladies professionnelles devant le bâtiment. Et aujourd'hui, à part constater ça, je vois peu d'acteurs prendre en charge ce sujet-là. Donc voilà, il y a beaucoup à faire, mais de mon point de vue, il y a une certaine volumétrie à atteindre pour avoir un modèle économique et sécurisé. Si je prends ne serait-ce que le juridique, par exemple, la veille juridique, la RH, voilà, au niveau prud'homal, tout change. On est dans un secteur qui fluctue, on a des crises sanitaires, on a des changements de règlement, on a des décrets qui nous sortent derrière un chapeau. Enfin, ça bouge à une vitesse et à un moment donné, une fédération professionnelle n'est pas le bon niveau. Enfin, elle n'est pas suffisante. Je suis administrateur de la FESP, donc je connais bien. Elle n'est pas suffisante pour accompagner de manière individuelle un entrepreneur. Voilà, donc voilà un peu le modèle. Trouver une implication entrepreneuriale locale avec un niveau de responsabilité très fort, très présent, avec beaucoup de proximité. Et pour autant, au sein d'un réseau, pas spécialement le mien, hein, mais en tout cas au sein d'un réseau qui sécurise un peu une partie des relations. Henri, même question. Le SAD dans l'écosystème. Voilà, nous, c'est un regard un petit peu à côté de tous les intervenants qui sont là, puisqu'on vous accompagne en tant que partenaire technologique sur votre métier. Alors, dans le petit tour de table, tu m'as pas posé la question, mais je me permets d'y répondre. Sur le SAD de 2030, nous, on visualise quand même bien un SAD qui sera résolument orienté vers le numérique pour répondre à plusieurs aspects. D'abord, je pense la productivité, l'efficacité évoquée par Didier, elle viendra aussi par la standardisation, par les process, par la transmission d'informations de manière efficace. Et quand on a dit ça, on retombe très vite sur la coordination. Parce qu'en fait, une bonne coordination, c'est une information qui circule vite et au bon moment pour faire en sorte que l'intervention soit de qualité. Et je pense qu'autour de ces deux axes, si je reviens sur l'élément de formation évoqué par Florian tout à l'heure, c'est qu'en fait, il va falloir également accompagner les intervenants à maîtriser ces nouvelles technologies, à réduire cette fracture numérique qui existe encore dans la population intervenant. Il y a un vrai travail d'accompagnement à faire pour les faire devenir de vrais acteurs, pas simplement des exécutants de tâches à réaliser au domicile, mais bien d'être acteurs de la coordination. Et là, aujourd'hui, dans la transformation numérique engagée par le monde de la santé, il ne faut quand même pas oublier qu'en 2030, j'espère que le médico-social et le domicile en particulier sera officiellement partie de la santé. Ça ne sera plus une petite roue du carrosse à côté, mais que ça sera bien une part entière du monde de la santé. Eh bien, on aura une reconnaissance forte des acteurs, parce que même aujourd'hui, dans les petits démarrages de la transformation numérique en santé, on voit que les intervenants à domicile à qui on commence à mettre à disposition des cartes de professionnels de santé, le regard sur elles-mêmes commence à changer considérablement. Et quand on arrive à collecter de l'information, à la transmettre, et qu'on est jugé de la même manière qu'un autre acteur du cercle de soins qui gravite autour de Madame Martin, les regards changent et on voit qu'on peut avoir de la reconnaissance, on peut avoir des leviers
Dans les échanges avec le département, ça commence à changer aussi dans la revalorisation des métiers. Donc, ça démarre, c'est encore en 2022 que le début, mais le SAD a vraiment tous les moyens de se mettre au centre de dispositifs, parce que je suis complètement en phase avec ce qu'a dit Lucille, c'est que le SAD est l'acteur le plus présent au domicile. Il n'y a pas photo. Donc, c'est lui qui en sait le plus. Et pour reboucler sur la prévention évoquée par Didier, c'est sûr que si le SAD peut se transformer d'un mode réactif à un mode proactif, il aura tout gagné dans son acte parce qu'aujourd'hui, il réagit à des sollicitations, mais avec tous les outils de téléassistance ou d'autres formes de prévention qu'on peut imaginer au domicile, on peut complètement transformer l'intervention d'Isabelle quand elle arrive sur le terrain. Elle intervient avec plus d'informations que d'autres et donc elle fait un accompagnement de bien meilleure qualité. Et pour autant, les aides, elles ont absolument pas conscience de tout ça, en fait. Quand l'infirmière arrive, ou le médecin, ou le kiné, elles vont complètement s'effacer, en fait. Donc, c'est important de travailler avec ça, avec elles, parce qu'elles ont vraiment un rôle qui est sous-évalué, sous-utilisé, sans être péjoratif dans ce terme-là, parce que c'est pas exactement ce mot-là que je voudrais utiliser. Mais voilà, elles ont vraiment un potentiel et surtout une posture qu'il faut retravailler pour qu'elles puissent avoir réellement leur place et avoir cette reconnaissance aussi vis-à-vis de la société et qu'elles soient arrêtées d'être considérées toujours aujourd'hui comme des femmes de ménage. On reviendra au RH juste après. Florian, lorsqu'on est franchisé, comment est-ce que vous voyez votre rôle dans l'avenir à Bordeaux par rapport aux autres acteurs Alors déjà, je partage le constat de mes confrères. Aujourd'hui, je pense que l'avenir, qu'on soit franchisé ou pas d'ailleurs, il va passer par un regroupement de compétences et de structures, très probablement. Moi, le SAD de demain, mon SAD en tout cas, je le vois comme un mini SPASAD, un petit peu, où on va effectivement intervenir et sur la prévention, et sur le soin, et sur le médico-social. On a beaucoup d'outils à disposition aujourd'hui pour notre quotidien. On a beaucoup d'outils qui viennent en doublon de certains outils qu'on utilise, notamment Ximi. Et voilà, là, une question se pose également demain sur Bordeaux, par exemple. Comment est-ce qu'on va pouvoir intégrer tous ces outils à la prise en charge d'un seul bénéficiaire pour pouvoir lui apporter une réponse satisfaisante sur tous les sujets. Le SAD est clairement aujourd'hui l'acteur positionné qui passe le plus de temps au domicile. C'est souvent l'acteur qui relaie chaque information, qu'elle soit d'ailleurs futile ou pas. On est souvent l'acteur appelé pour tout et rien. Moi, j'aime bien dire à mes équipes qu'on est un petit peu 118, 218. Nos responsables secteurs font un travail remarquable sur le terrain. Et en parallèle de ça, il y a comme le disait Lucille, je crois, il y a quelques départements en France qui ont encore un moratoire posé, ce qui limite le nombre d'acteurs entrants. Combiné également à beaucoup de petites structures fragiles économiquement parlant qui vont disparaître progressivement, on va dans tous les cas arriver sur des secteurs avec un nombre d'acteurs plutôt limité et qui vont dans tous les cas devoir répondre à tout. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, nous, sur Bordeaux, c'est comment demain, on va devoir mettre en place des plans de professionnalisation avec qui, quelles compétences on va devoir faire acquérir à nos salariés pour que la prise en charge elle soit complète et qu'effectivement, nos auxiliaires de vie soient enfin reconnus comme des acteurs du domicile, comme des professionnels de santé et non plus comme des femmes de ménage, comme on l'entend bien souvent malheureusement, notamment par les infirmiers, encore aujourd'hui, qui considèrent nos professionnels comme des moins que rien, souvent. Et voilà, donc c'est un petit peu insupportable. Mais donc voilà, je confirme de mon côté, sur mon petit territoire, ce qui a été dit. Et moi, je vois demain le SAD du futur comme un mini SPASAD. Voilà. Concentration du marché. Et vous êtes tous d'accord que le SAD va aller aussi sur la santé, Mathieu? Il va y avoir des décisions difficiles parce qu'aller vers la santé, d'abord, il faut qu'il y ait une décision politique, il faut qu'il y ait convergence des acteurs et il y a aujourd'hui dans la communauté des entrepreneurs ou des associations qui œuvrent dans les services à la personne des avis divergents.
Mais oui, évidemment, la légitimité ne s'acquièrra que par la bascule des SAD. Alors, les SAD vont devenir services d'autonomie, hein, c'est déjà dans la loi. Donc, il y a déjà un chemin qui est tracé, il va falloir aller au bout. Et ça revalorisera et ça réglera définitivement ces problèmes de coordination, de partage d'infos dont on vient de parler. On parlait de prévention, on parlait de prise en charge globale. Si on prend un exemple, qui est la dénutrition, qui est dramatique aujourd'hui chez les personnes âgées, 10% des personnes de plus de 70 ans, 400 000 personnes à domicile qui sont dénutries. L'aide à domicile ou les aides à domicile qui vont tous les jours, plusieurs fois par jour, il n'y a personne, à part les proches qui connaissent mieux les habitudes, qui vont détecter des changements de comportement, d'habitude, elles voient des choses. Mais ces choses-là, si on les formait, si on leur disait c'est ton rôle peut-être d'alerter, elles pourraient détecter des signes précoces de dénutrition ou des changements d'habitude qui vont aller vers la nutrition. Si on leur donnait à toutes des discours de prévention, elles pourraient prévenir. Ensuite, pour l'instant, on nous interdit de peser. Bon, c'est parfaitement ridicule. On pèse tous nos enfants. On est capable d'aider quelqu'un de se peser. Donc, après, à un moment, bien sûr, il faut aller voir le médecin, il faut boucler. Mais oui, sur un sujet très concret, puis si on déroule ensuite toutes les solutions pour la gestion de la dénutrition, on voit qu'on doit être au cœur. Et donc, en nous incluant dans le monde de la santé, oui, très clairement, on va régler un certain nombre de problèmes et on va tirer vers le haut le métier. Il y a d'autres questions qu'il faudra d'ailleurs par ailleurs traiter, puisque là, on parle des SAD, mais il y a quand même aussi d'autres acteurs dans le domicile qui sont le particulier employeur et toutes les plateformes qui tournent autour du particulier employeur. Il faudra aussi avoir cette approche-là. Comment peut-on d'un côté dire il faut professionnaliser, forcer les structures à se regrouper, forcer à investir, avoir des médecins, des infirmières de coordination, des outils au niveau des formations, et de l'autre dire on accepte qu'une personne âgée ou en situation de handicap contractualise à la one again, ne respecte pas le droit du travail, ne met pas un environnement qui protège le salarié lorsqu'il va faire un transfert, et où on met tout le monde en péril. Donc il faudra, si j'étais président, j'interdirais le mandataire et l'emploi direct à partir du moment où on bascule dans un niveau de dépendance où on met en danger le bénéficiaire, les proches et les salariés. Didier, général de service, pareil dans la santé dans quelques années ou comment tu vois ça? En fait, on a toujours été le parent pauvre du secteur, en gros, de l'accompagnement du grand âge. Et j'ai bien peur qu'on devienne sous-traitant de toutes ces structures. Le dernier décret qui est sorti là, du ministère, sans coordination, sans rien, là, on vient de valider le communiqué de presse de notre fédé. Il va partir. On est outrés. C'est scandaleux. On nous fait derrière notre dos sans concertation des prises de décision sur la gouvernance de notre secteur. Quand je vois qu'il y a 400 000 aides à domicile et on nous demande que ce soit les EHPAD qu'on, excusez-moi, mais un peu fauté globalement pendant la crise Covid. Ils ont subi beaucoup la crise, bien sûr, mais ils ont loin d'être exemplaires. On nous dit que c'est ces gens-là qui vont être ressources. Je veux bien qu'ils soient ressources, mais de là à piloter, à gouverner les parcours de soins, c'est un peu compliqué. Donc la vigilance, elle est totale, c'est-à-dire que si on n'est pas prudent, si on ne fait pas front tous ensemble, on va être sous-traitant du soin, de la santé. Tout comme un médecin est un sachant par rapport à une infirmière, qui est elle-même sachante par rapport à une aide soignante. Bah, l'aide à domicile, l'auxiliaire de vie, bah, ça va être celle qui va faire ce que les autres ne veulent pas faire. Et moi, j'ai de forts doutes sur le service autonomie, j'ai beaucoup d'inquiétudes. On est sur des métiers en rupture de main-d'œuvre très fort sur le soin, sur le médical. Et nous, on commence à rentrer fortement dedans. Il va falloir qu'on intègre des nouveaux salariés avec des savoir-faire très faibles et parfois, malheureusement, des savoir-être qui ne sont pas toujours au niveau. Donc, nous, on doit aussi se mettre en danger. Et en fait, il y a un glissement globalement de l'expertise. Hein. Il y a une perte d'expertise globale sur tous ces métiers, de par le manque de vocation, l'attractivité, la pénibilité et la rémunération. Donc, le challenge, il est énorme. Là, pour les prochaines années, on a un vieillissement de nos clients. On a une arrivée massive de nouveaux seniors. Alors, pas maintenant, mais effectivement, dans quelques années, où le mur démographique va être le plus fort. Et en fait, on a
on met au service des plus fragiles, c'est-à-dire nos clients, les salariés les plus fragiles de l'économie française. Ce ce qui est arrivé aux EHPAD, à mon avis, pourra très très bien ou arrive peut-être de manière plus off dans les services à la personne. Donc nous, en responsabilité sociétale, on a gros sur les épaules avec des problèmes de financement, de rentabilité. Voilà, donc sur la partie santé-soins, j'ai peur d'une perte de notre autonomie, en fait. D'accord. Henri, tu vas intervenir. Juste pour reclarifier mon propos de tout à l'heure, ce que tu le présentes, est-ce que les SAD vont aller vers la santé? Mon propos de tout à l'heure, c'est que c'est la santé qui est venue au SAD. C'est qu'avec la loi de transformation numérique du monde en santé, par la loi, il est clairement écrit désormais que la santé va jusqu'au médico-social. Le mot santé va désormais jusqu'au médico-social. Dans le monde d'hier, le mot santé, ça voulait dire le sanitaire, ça voulait dire l'hôpital, la médecine de ville, la pharmacie, les labos. Maintenant, le mot santé va jusqu'au médico-social, ce qui a d'ailleurs introduit de nouvelles exigences pour les établissements médico-sociaux qui doivent s'équiper d'outils, qui doivent se mettre en conformité sur beaucoup d'aspects de la loi Ma Santé 2022. Mais c'est dès aujourd'hui, les SAD font partie du monde de la santé. C'est un fait, c'est aujourd'hui ça. Ma remarque de tout à l'heure en 2030, c'est est-ce que ça sera digéré en 2030? Est-ce que enfin, même si la loi leur donne crédit aujourd'hui et que désormais les professionnels responsables de secteur, auxiliaires de vie, sont autorisés à rentrer dans le RPPS, qui est le référentiel partagé des professionnels de santé, ça c'est aujourd'hui ça. Aujourd'hui, on peut rentrer dedans. Donc ça, maintenant que les gens ont ça, est-ce que, effectivement, comme disait Florian, maintenant que ça c'est fait, est-ce qu'on peut avoir une approche où l'infirmier ne va pas nous regarder n'importe comment, mais va bien accepter que oui, on fait partie du cercle de soins et oui, on a le droit de manipuler de la donnée parce qu'on est habilité à le faire? Est-ce que ça aura changé? Je l'espère très fortement, parce que ça pourra changer considérablement le regard des auxiliaires de vie sur elles-mêmes, parce que je pense que ça, c'est assez vrai. C'est d'abord le regard, mais aussi le regard qu'on porte sur elles au sens large, l'aidant, l'aider lui-même, voilà, quelle relation ils vont avoir avec les personnes qui interviennent au plus proche d'eux. Donc, je voulais juste quand même bien clarifier que le SAD fait déjà partie aujourd'hui, par la loi, du monde de la santé. Tu parlais de regard des auxiliaires de vie sur elles-mêmes. On va parler de deuxième partie, les ressources humaines. Lucille, ressources humaines, évolution du métier. Oui, enfin, je rejoins ce que M. Château disait tout à l'heure. Il y a clairement un glissement des tâches que l'on constate tous les jours à la maison. Les aides à domicile font de plus en plus d'actes qui relèvent de missions soit d'aide-soignante, soit d'infirmière. Essentiellement en fin de journée sur des couchers, les prises de médicaments, logiquement c'est préparé, on va se dire que ça reste comme ça, je ne veux même pas savoir ce qui se passe parce que ça va m'énerver. Il y a ce glissement qui est là. Effectivement, il y a tout un travail à faire sur la posture des professionnels, que ce soit au niveau des aides à domicile, qu'elles prennent conscience aussi du rôle qu'elles ont, donc c'est tout un travail à faire avec elles sur leur posture et aussi sur la partie sanitaire. Je suis convaincue que le domicile est un monde un peu à part, que le sanitaire est fortement établissement et que nous, on est à domicile. Et pour moi, il faut une culture médico-sociale sanitaire qui est propre au domicile. Et dans ce carcan-là, il y a tout un... C'est pour ça, moi, je crois énormément au SPASAT, parce que c'est vraiment ce mélange de sanitaire et de médico-social qu'on regroupe au sein même du domicile, chapeauté par un seul et même service, et qui va permettre d'inculquer cette culture-là, et qui va permettre d'amener des modifications de comportement, des réflexes différents, la compréhension du métier de l'une et de l'autre. Quand vous avez une auxiliaire de vie et une aide-soignante qui vont se parler, il va se passer des choses. Quand vous avez une infirmière qui est là et dans des réunions, il se passe des choses en fait. Frédéric, je ne sais pas si on a le droit de s'interpeller, mais Lucille, ça ne marche pas l'espacade. Ça n'a pas marché, c'est un échec. Pourquoi? L'idée sur papier, elle est intéressante. L'espacade, ça ne décolle pas, ça ne fonctionne pas, les gens ne se parlent pas. C'est deux mondes différents qui n'arrivent pas à se parler. Mais est-ce que l'expérience a été représentative? On a ouvert peu de SPASAD, essentiellement associatifs. Donc, voilà, a-t-on donné sa chance à des structures un peu différentes, innovantes en termes d'organisation, qui avaient compris qu'il ne fallait pas travailler en silo, qui avaient l'engagement d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse? Voilà, est-ce significatif comme échantillon?
j'ai parlé avec je peux donner le nom, un des dirigeants de Domus Vie qui ont des SPASAD et qui ont des services à la personne en plus des établissements. Ils ont tout fait, ils ont tout essayé, ils ont mis des groupes de travail, ils ont réuni, ils ont mis un chef qui était en responsabilité des services à la personne pour piloter les salariés qui s'occupent du soin. Ils ont fait l'inverse. Ça ne marche pas. Ils ont essayé. Pourtant, le modèle il est intéressant. Hein. Ça ne marche pas au niveau ressources humaines, c'est ça. C'est en fait c'est des cultures différentes et le fait au niveau ressources humaines, ça ne se parle pas. Au niveau, il y a une notion de sachant, il y a une notion de hiérarchie, il y a une notion de supériorité par rapport à la partie médicale et donc de niveau d'accès au niveau d'information. Ce que disait tout à l'heure, merci, j'ai perdu ton prénom, excuse-moi. Henri, pardon, oui. C'était qu'effectivement, là, on voit que l'accès à l'information va être distribué globalement aux acteurs du soin en général ou du care. Sauf que aujourd'hui, une infirmière qui a une information sur un patient, un usager, elle ne va pas le donner à l'aide à domicile, elle va le garder pour elle. Parce que l'autre, selon elle, n'a pas le niveau pour comprendre, voire va être maladroite et va dire bah alors, là, votre cancer, c'est pas facile, hein, madame, hein, ça va. Tous les jours, ça doit être dur. Hein. Bon, bref, ces gens-là ont du mal à se parler. Et donc, du coup, c'est un peu l'eau et l'huile quoi, qu'on veut mélanger. Donc, voilà, Lucille, c'est juste un retour du terrain. Moi, je ne connais pas les passages de l'intérieur. Quelqu'un de plutôt optimiste. Je participe à des formations des auxiliaires de vie. Je leur dis qu'il faut qu'elles se positionnent autrement. Voilà, j'interviens aussi sur des formations. En fait, je pense que si on reste comme ça, effectivement, ça ne bougera pas. Je pense que le départ, c'est l'école. Il faut aller sur des formations différentes, sur des modèles différents qui sont spécifiques au domicile. Bien sûr qu'il peut y avoir un socle commun, enfin un socle propre à l'aide-soignante ou propre à l'aide à domicile, c'est évident, on n'est pas sur les mêmes métiers et les perspectives de carrière sont différentes. Pour autant, le domicile, c'est là où tout le monde se rencontre. Donc, pour moi, cette partie-là, il doit y avoir une mixité, une formation hybride, une culture hybride entre ce pur sanitaire et ce pur médico-social. Et il faut peut-être faire des vies-ma-vie, j'en sais rien. Mais en tout cas, il faut proposer des choses où ces deux secteurs se comprennent, où elles puissent échanger entre elles. La posture de l'infirmière sachante, nous, on le voit aussi tous les jours. J'ai l'avantage d'être infirmière, donc généralement, elles le savent. Donc, je prends mon téléphone derrière, je sais pas, on arrive à élucider et à clarifier les situations et les choses se passent mieux par la suite. C'est vrai que c'est un avantage, c'est pas, mais pour autant, je suis convaincue que les aides à domicile ont un potentiel énorme. Il faut simplement arriver à leur faire comprendre ça, à leur donner confiance, mais peut-être aussi à leur donner une réelle identité. Donc, c'est tout un travail de formation, de communication qui est à faire aussi, mais au niveau national. Il y a eu des campagnes publicitaires qui ont été faites. Mais peut-être qu'il faudrait faire une série aussi sur les auxiliaires de vie. Alors, peut-être un peu cliché, mais en même temps, où on montre une super auxiliaire de vie. Ils ont fait une série sur une infirmière. Moi qui suis du secteur, ça m'a horripilé. C'était complètement n'importe quoi. Mais ce n'est pas grave. Ça a redoré l'image de l'infirmière, de ses capacités, de tout ce qu'elle pouvait faire. Voilà. Pourquoi pas faire pareil avec les auxiliaires de vie? Enfin, je ne pense pas que simplement dire ça n'a pas fonctionné. Ok, ça n'a pas fonctionné, mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et pourquoi ça n'a pas fonctionné? Et qu'est-ce qu'on fait différemment? Et je suis persuadée que l'origine, elle est à la fois à la formation, à l'école. Chacun Florian, Bordeaux. Mais... Florian, on va le faire par ça. Juste pour dire que alors moi, je suis à mi-chemin entre Lucille et Didier. Effectivement, moi, je pars du constat sur Bordeaux, en tout cas, que les SPASAD ici ne fonctionnent pas. Mais il y a une raison à ça, en tout cas ceux qui sont proches de nous. C'est que les SPASAD sur Bordeaux ont été le fruit de fusion entre deux organismes qui travaillaient avec des process différents, sur des secteurs différents, etc. Donc, on le sait, hein, que ce soit dans le SAD, dans le médico-social ou ailleurs, les fusions sont en règle générale déjà assez compliquées. Et sur nos métiers qui sont également assez délicats, ça n'a pas trop fonctionné sur Bordeaux. Maintenant, moi, je suis convaincu qu'au sein d'une structure qui a un ADN bien particulier, aujourd'hui, on est des acteurs de soins. Enfin, on est considérés aujourd'hui, en tout cas, comme le disait Henri, tel quel. Pour les années à venir, on va nous délivrer notre ADN aujourd'hui, d'ores et déjà, demain peut-être à des infirmières, à des cadres de santé qu'on va recruter dans nos structures et à qui on va aller demander de travailler avec des auxiliaires de vie qui sont déjà chez nous, qu'on va faire monter en compétences également. Il n'y a pas de raison, à mon sens,
que le fruit de ce travail ne fonctionne pas et qu'un SAD ne puisse pas se positionner aujourd'hui avec des métiers complémentaires de soins et de nursing au sein d'une seule et même structure. Voilà, ça, c'est mon avis. Aujourd'hui, en tout cas, nous, c'est une demande qu'on a en interne de nos salariés. J'ai oublié de dire que je suis vice-président du groupement d'employeurs en Gironde, le seul groupement privé qui existe. Donc aujourd'hui, nous, la formation, c'est un axe extrêmement prépondérant pour nous. Et c'est des choses qu'on met en avant avec nos salariés pour essayer de construire des modèles qui reflètent leur réalité de terrain et qui puissent à un moment donné s'imbriquer avec des acteurs de soins qui demain seront recrutés dans nos structures. Voilà. Moi, je suis confiant sur ce modèle et dans tous les cas, je maintiens que c'est probablement l'avenir parce qu'il y a trop d'acteurs aujourd'hui, c'est trop éparpillé et un aidant et un aidé aujourd'hui a du mal à faire la part des choses et à savoir auprès de qui il doit se retourner pour telle ou telle situation. Voilà. Henri? Oui, je vais faire moi aussi le verre à moitié plein pour réagir à la remarque de Didier. Je suis d'abord, je pense qu'il y a eu beaucoup d'échecs sur l'espacade, c'est une réalité, mais il y a aussi eu quelques succès qu'on peut souligner. Nous, on accompagne un certain nombre de spacades sur lesquelles ça s'est plutôt très bien passé et ça continue à très bien se passer, donc ça peut exister. Et moi, ce que je trouve intéressant d'évoquer, c'est les synergies et les transferts qu'il y a eu entre les deux pratiques. Moi, j'ai observé, par exemple, des pratiques de transmission ciblée qui existent dans la logique du soin, qui permet de réellement passer de l'information d'un premier intervenant à un deuxième intervenant, cette mécanique de savoir transmettre l'information de manière structurée à la personne qui suit. C'est une logique où on voit dans les spacades, du coup, tout d'un coup, les SAD se mettent à fonctionner avec cette logique de transmission. Donc ça a fait naître. Et on a vu des synergies dans l'autre sens, où on voit bien que dans le monde du SIAD, aujourd'hui, on arrive dans une approche très soin et on en oublie presque de poser la question des besoins, alors qu'un SAD a une réflexion beaucoup plus orientée sur la personne et quels sont réellement ses besoins. Et donc, elle commence par poser des questions sur qu'est-ce que vous voulez. Alors qu'un SIAD, il ne pose même pas la question, il agit sous la base d'une ordonnance, une prescription. Il délivre quelque chose qui lui a été presque ordonné. Alors qu'un SAD s'interroge beaucoup plus sur finalement, qu'est-ce que je peux vous apporter et comment je peux répondre à vos besoins. Et là, on voit dans certains spacades justement des partages croisés avec peut-être un peu plus de structuration et un peu plus d'empathie ou de remettre le bénéficiaire au centre de son propre parcours. Donc ça c'est le côté un petit peu positif. Dans les deux autres remarques que je voulais faire, c'est comment arriver à faire fonctionner ces services autonomie ou ces spacades quand on a deux autorités de tutelle différentes. Aujourd'hui, c'est un problème. On ne peut pas avoir un SAD dont l'autorité est le conseil départemental et un SIAD dont l'autorité est l'ARS et espérer que tout ça va bien se marcher. Forcément, c'est contradictoire. On a des injonctions contradictoires en permanence par rapport à des objectifs, des budgets ou autres. C'est très compliqué. Donc, il faut résoudre ce point-là. Et après, j'ouvre le débat pour voir si ça peut faire réagir sur la modalité d'intervention. Aujourd'hui, il est assumé dans un SIAD que l'infirmière qui est passée aujourd'hui ne sera pas forcément celle qui passera demain. C'est assumé en termes d'organisation, ce qui donne une énorme souplesse à un SIAD pour faire fonctionner son organisation, alors que dans un SAD, non seulement culturellement, il faut que ça soit la même personne du jour au lendemain, mais en plus à la même heure. Et c'est peut-être tout à fait souhaitable, et à la place du bénéficiaire, on peut tout à fait imaginer que ça soit plus agréable d'avoir la même personne et toujours à la même heure, mais force est de constater que dans un SIAD, ce n'est pas le cas. Alors, ce ne sont pas les mêmes durées d'actes, c'est évident. Il y a des actes beaucoup plus courts, beaucoup plus enchaînés dans le cadre du SIAD versus dans le SAD où on est sur des durées d'intervention plus longues. Donc, c'est peut-être logique que ça ne soit pas pareil. Mais la réalité, c'est que sur les modèles économiques du SAD, aujourd'hui, avec les impacts sur les temps de trajet, les intervacations, etc., la contrainte de devoir toujours intervenir à la même heure, ça engendre une absence de souplesse et de planification qui pourrait, et le mode en tournée qui existe dans le SIAD, est peut-être quelque chose de très intéressant dans le SAD de 2030, dans lequel une organisation un peu plus souple, un peu plus adaptatif en fonction des réalités de la journée, pourrait être des sources intéressantes de progression pour le secteur. Mathieu? Oui, donc sur la problématique RH. Donc la problématique RH, c'est clairement la problématique numéro 1 du secteur. Il n'y aura pas de système d'information, de changement de structure, si on n'a pas de bras, voilà, si on n'a pas des gens qui veulent se tourner vers ce métier. Donc, il y a du très court terme et du plus long terme.
Sur du très court terme, qu'est-ce qu'elle nous a appris, la crise? Elle nous a appris qu'on a des aides ménagères, je vais dire des simples aides ménagères. On parlait tout à l'heure de bénéficiaires qui nous parlent encore aujourd'hui. On m'a parlé de boniches, aujourd'hui. Voilà, des simples aides ménagères. Des porteurs de repas qui étaient les seuls pendant en mars, avril, mai à rentrer au domicile. Que ces métiers-là, ils comptent. Et ils comptent beaucoup plus que l'acte aujourd'hui qu'on facture et de leur fiche de poste. Donc déjà, on peut à très court terme valoriser nos équipes actuelles et augmenter le contenu de leurs postes et d'abord les garder et ensuite donner à d'autres personnes de revenir vers les métiers du ménage en expliquant que ce n'est pas que le ménage, une aide ménagère, je ne vais pas détailler, voilà, il y a beaucoup à dire. Pareil pour un porteur de repas, il crée du lien, il a un rôle d'alerte, de prévention. Donc déjà, valorisons nos métiers actuels. Ensuite, le soin. Si demain, on peut faire du soin, ça nous donne une super opportunité de créer des parcours et donc de créer une réelle filière de formation et d'assumer que peut-être des gens viendront chez nous parce qu'ils veulent être demain, être soignantes, infirmières, évoluer. Mais déjà, on aura les gens en début de parcours et on pourra accompagner cela. Donc, au-delà du rôle stratégique du SAD, on pourra vraiment créer des filières et des parcours d'aide à domicile. On travaille avec la FEDESAP sur ce sujet-là. On prend souvent l'exemple de l'armée. Il n'y a pas que des gens qui veulent faire l'armée que pour finir militaire. C'est aussi une grosse machine à former, à créer des gens très professionnels derrière. Donc, ensuite, la formation. La formation, elle s'est beaucoup développée dans le secteur. On a aujourd'hui énormément de potentiel à former en interne par plus du tutorat, de la FEST, différentes modalités pédagogiques. Mais on a aujourd'hui des hommes et des femmes qui ont, en termes de savoir-être, on en parlait tout à l'heure, en termes de savoir-faire, des savoirs qu'on est en train de perdre parce qu'ils ont en moyenne plus de 45 ans et qui vont partir. Il faut capter ce savoir et le former en interne. Il faut aussi revoir la formation pour l'intégrer. Après, sur des choses plus stratégiques, plus long terme, le bien-être au travail est directement lié au choix d'organisation. Donc, il faut revoir les modalités d'organisation. Et malheureusement, si on base les organisations cibles sur celles des hôpitaux, avec la hiérarchie, on va dans le mur. On a la chance, on a vu les deux secteurs qui sont allés dans le mur. Et évitons juste de faire la même chose. Et aujourd'hui, dans les autres secteurs d'activité, demandez à un chef projet chez Michelin qui développe les pneus du futur, s'il prend de haut le technicien matériaux, le technicien IT, le technicien... Non, tout le monde est compétent dans son domaine et tout le monde avance ensemble pour un projet commun. C'est pareil dans l'aide à domicile, on a besoin de tout le monde, d'experts de métier. Donc, basons nos organisations, nos choix et nos modèles humains sur autre chose. Enfin, il y aura la rémunération, et je pense qu'on en parlera peut-être plus tard, mais voilà, il faut que les gens qui créent la valeur, les gens de terrain, gagnent leur vie. Voilà. Là aussi, les hôpitaux, les EHPAD, c'est super pour alimenter des fonds d'investissement. Est-ce qu'on veut la même chose? Est-ce qu'on veut des rendements de la dette de 15%? Est-ce qu'on veut la même chose? Peut-être pas. En tout cas, moi, je ne veux pas. Payons les gens qui bossent, et ceux qui bossent, c'est les aides ménagères, les auxiliaires de vie, les porteurs de repas, ceux qui les encadrent de proximité, et trouvons un modèle économique qui laisse l'argent là où est créée la valeur. J'ai retenu notamment dans ce que tu as dit, changement des images des auxiliaires de vie par rapport à elles-mêmes, puis par rapport à la population. On a fait un focus group il y a 1 an ou 2 ans avec des auxiliaires de vie en leur posant la question que faudrait-il faire pour revaloriser votre métier? Et il y en a une qui a dit, ils étaient tous d'accord, quand moi je sais que mes amis, que je présente, on fait un tour de table et qu'on dit ce que l'on fait, quand j'ai dit auxiliaire de vie, les autres pensent femme de ménage. Et quand on leur pose la question que faudrait-il faire pour changer ça, il y a eu l'idée qui était de faire une sorte de master-chef. Mais ça rejoint ce que Lucille disait à la télévision, de faire une sorte de master-chef, une sorte de master auxiliaire de vie, de façon à pouvoir participer à changer l'image dans la population. Alors, il existe les trophées des services à la personne organisés par la FEDESAP mais ça reste, cartonnent, B2B. ça progresse, ça se développe région après région et c'est plutôt effectivement professionnel que grand public. Mais ce qu'avait dit Lucille est une excellente idée. Dernier point, équipe autonome.
Ah non, il y a deux points. Il y avait, on reviendra Florian après sur le financement du SAD par rapport au département. Vous voulez aborder ça peut-être. Henri, équipe autonome, peut-être présenter ce que c'est qu'une équipe autonome et prévoir la réaction des autres débatteurs et débattrices. Ben, on peut faire le lien avec ce que vient d'évoquer Mathieu. Mathieu parlait de d'autres formes d'organisation. C'est une des formes d'organisation possibles, hein. Je ne dis pas que c'est la seule, c'est juste ça peut correspondre à des organisations. Et encore une fois, moi, je pense que ce type d'organisation est fait pour ceux qui y croient. Donc, une organisation en équipe autonome, c'est quand on est en train de grandir. Est-ce qu'au moment où on grandit, on a besoin de mettre en place une pyramide pour tenir ce qui est en train de grandir? C'est-à-dire le responsable de secteur qui encadre plusieurs intervenants, puis peut-être un manager qui encadre plusieurs responsables de secteur, puis un directeur, etc., etc. Est-ce que pour gérer une activité qui grandit, est-ce qu'il faut faire monter avec des étages successifs une organisation structurée comme ça? La vision de l'approche en équipe autonome, c'est qu'on n'a pas besoin de la pyramide, on peut mettre un fonctionnement plus horizontal avec des équipes qui fonctionnent en autogestion, donc avec bien sûr des process, des cadres, des façons de fonctionner qui sont clairement définies, mais par contre, une plus grande autonomie, une plus grande responsabilisation des acteurs qui sont partie de cette équipe pour gérer leur planning, pour gérer leur remplacement, pour gérer le bouche à oreille, pour faire venir de nouveaux intervenants dans l'équipe, pour faire venir de nouveaux bénéficiaires dans l'équipe. Il y a des expérimentations qui existent sur le terrain. Il y a évidemment le modèle Buurtzorg qui a fonctionné de manière incroyable, d'ailleurs, dans le monde du soin en Hollande. Et puis voilà. Et puis il y a des organisations qui n'ont rien à voir avec ce secteur, comme la nôtre, Xelia, où nous, une entreprise de 175 personnes, on s'est transformé totalement en organisation, en équipe autonome. Voilà, ce sont des choses qui sont possibles, qui permettent, de notre point de vue, effectivement, d'être une bonne organisation, qui permet de concilier bien-être, qui a été évoqué par Mathieu, le bien-être au travail, et en même temps la qualité et la croissance qu'on apporte à nos clients. Donc voilà, donc ça, c'est des points qui sont importants, qui sont des nouveaux modes de fonctionnement, qui permettent de répondre à des aspirations de responsabilité, de sens, auprès des intervenants. Et si on ajoute à ça une meilleure valorisation avec peut-être un Masterchef ou une série, bah là, je pense qu'on aura tout gagné. Qu'en pensez-vous, les autres débattrices et débatteurs? Parce que sur l'équipe autonome, j'entends tout et son contraire. Certains qui me disent c'est génial et d'autres qui me disent attention, c'est dangereux, ressources humaines, législation, etc. C'est dur. Qu'en pensez-vous? Qui prend. Moi, je pense que ça dépend les secteurs. On ne peut pas le faire partout. Enfin, en tout cas, à mon sens, nous, on a une équipe autonome qui est en place sur la structure. Et c'est vrai que ça marche bien parce que c'est un petit territoire. C'est un petit village de l'arrière-pays où il y a cette dimension encore de famille. Enfin, c'est un environnement qui s'y prête bien, en fait. Mais on ne pourrait pas le faire sur tous les territoires, en fait. Mais après, voilà, quand ça fonctionne, par contre, ça fonctionne super bien. C'est vrai que on n'en entend pas parler. Enfin, elles se gèrent entre elles. C'est vraiment génial. Mais ce n'est pas une dynamique qu'on peut faire partout, à mon sens en tout cas. Lié? Ouais, moi, je demande à être convaincu, c'est-à-dire que c'est tellement lié à la qualité des personnes et à leur envie de travailler ensemble. On est quand même sur des savoir-faire de gestion de planning, de gestion de la mobilité, d'avoir une ascendance sur l'autre, d'être en capacité de convaincre pour accepter une mission, une sortie d'hospitalisation en urgence. Et puis en plus, s'ils sont au même niveau, évidemment qu'à un moment donné, il y a un niveau de rivalité qui va se produire. Tout dépend du niveau professionnel. C'est-à-dire que sur du soin, je n'ai pas de mal à comprendre que ça peut fonctionner. Sur des équipes effectivement administratives ou autres, oui, mais dès qu'on arrive sur des personnels de terrain, nécessairement, il va se passer, alors je ne dis pas pour tout, hein, mais il risque de se passer des tensions qui n'existaient même pas avant, en fait, puisque ça avait été tranché par quelqu'un d'autre qui n'était pas lui-même opérateur sur le terrain. Donc, j'attends d'être convaincu, je ferme pas la porte. Mathieu, tu en penses quoi? Moi, je préfère le terme d'organisation responsabilisante, puisqu'effectivement, tout le monde, toutes les études montrent que les gens, pour être bien dans leur basket au boulot, ils veulent plus d'autonomie, ils veulent de la reconnaissance. Et donc, l'organisation est d'ordre 1 là-dedans. Et les choix d'organisation, ils sont très dépendants, comme l'a dit Lucille, du lieu, d'un certain nombre d'ingrédients topographiques, sociologiques, d'uniformité de niveau, tant sur le savoir-être, sur le savoir-être. Voilà. Donc, et ça, un chef d'entreprise qui décide l'organisation,
doit aussi faire une organisation au passage qui corresponde à ce qu'il est et ce qu'il souhaite. Donc, si on met tout ça dans le mixeur et voilà, un modèle à la Butzor qui balayerait tout un secteur, je n'y crois pas. Tant mieux si ça marche dans certains endroits, et il y a des très beaux exemples. Mais en revanche, là où on doit pouvoir tous tomber d'accord, c'est des organisations responsabilisantes. Et au passage, c'est des organisations sur lesquelles il y a beaucoup plus de recul, beaucoup plus d'historique, hein, et qui fonctionnent très très bien. Voilà. Donc chaque entrepreneur, chaque directeur, trouvera son chemin. Henri? Oui, c'est juste pour réagir parfaitement aligné. Et ce que je disais dans mon introduction, c'est que ça ne convient pas à tout le monde et il ne faut pas chercher à imposer ce modèle à tout un secteur. C'est absolument pas ça mon propos. Et d'ailleurs, nous, quand on avait réfléchi à notre transformation, on avait appelé un certain nombre d'organisations, un certain nombre d'entrepreneurs qui avaient fait le choix de basculer et on était ressorti de ces interviews avec 2 leçons. La première, c'est que si tu le fais à fond. Et la deuxième, c'est que cherche pas de méthode, il faut inventer la tienne. Voilà, donc ça, je pense que ça prouve bien que ça correspond. Il faut trouver une organisation, il faut lui donner le nom qui convient, il faut l'appeler de la façon qui convient. Moi, je veux juste simplement élargir sur la remarque, encore une fois, est-ce qu'il faut du management, pas de management, ça, chacun doit faire sa règle. Le point, par contre, où je suis convaincu, c'est que si on compare justement aux défauts qu'il y a pu y avoir dans l'hôpital ou dans d'autres endroits qu'évoquait Mathieu, il y a quand même ces surcouches de management qui coûtent beaucoup d'argent. Voilà. Et dans le modèle économique, si on veut essayer de faire quelque chose qui tient la route, il y a peut-être des couches, je n'ai pas dit tout le management, mais il y a peut-être des couches de management qu'il n'est pas utile de mettre les unes sur les autres. Voilà. Et donc, je pense qu'une organisation responsabilisante ou quelque chose qui permet à ce qu'il puisse y avoir des prises de décision bien claires par les bonnes personnes au bon moment, bien sûr, mais peut-être que en incitant les gens, et n'oublions pas qu'on est dans un discours, même si tu as raison, Didier, que ce sont des personnels de terrain, dans tout notre débat d'aujourd'hui, on les a imaginés plus formés, on les a imaginés avoir monté en compétences, avoir suivi des parcours, avoir fait toutes ces choses-là. Une fois que toutes ces personnes sont devenues peut-être quelqu'un d'autre, peut-être que du coup, ce modèle devient plus intéressant et plus réaliste pour beaucoup. Florian, vous vouliez parler de financement? Juste, Frédéric, je me permets pour nourrir le propos et tout le monde va réagir. On a tous vu dans nos boîtes l'auxiliaire de vie diplômé qui ne veut pas faire de ménage. Et parce qu'elle est diplômée et que sa collègue ne l'est pas, elle lui laisse faire les tâches ménagères. Et donc, à un moment donné, ce rapport de diplôme, de connaissance, de reconnaissance, on l'a aussi chez nous. On l'a même dans nos boîtes. Donc, donner de l'autonomie, moi, je veux bien, mais c'est de l'arbitre. Après, on va se retrouver à arbitrer des situations très compliquées. Florian, un commentaire sur le sujet et puis le point que vous vouliez aborder sur le rôle du département dans le financement des SAD. Ouais. Ben, je pense que tout a été dit sur le service autonomie. Moi, je partage un peu tous les points, donc je clôture ça. Le financement des SAD, oui. Soyons très clairs aujourd'hui, hein, quand un SAD choisit de bien rémunérer ses salariés, une enveloppe horaire APA ou alors PCH à 22 € de l'heure, sur mon territoire en tout cas, mais je crois que c'est national maintenant. N'est pas suffisant et loin de l'être. Aujourd'hui, on a un coût de la vie qui explose, on a des revendications de toutes parts qui sont légitimes de nos salariés d'ailleurs. Et voilà, et moi je suis très inquiet aujourd'hui de me dire comment est-ce qu'on peut continuer à valoriser nos métiers, à mettre en formation, donc à investir, hein, à mettre en place peut-être une équipe autonome, ce qui veut dire également à mettre en place du matériel supplémentaire sur le terrain, parce que pour qu'une auxiliaire de vie soit autonome et qu'elle puisse faire du planning, il faut un ordinateur, il faut ci, il faut ça. Et je trouve que les départements, c'est mon avis, hein, mais aujourd'hui, n'ont toujours pas pris la mesure de ce qu'est le maintien à domicile, le coût du maintien à domicile et les urgences auxquelles on fait face et ce turnover qui vient plomber notre coût horaire. Et voilà, moi, j'ai une politique tarifaire aujourd'hui qui est très élevée par rapport à une aide APA ou une aide PCH. Je refuse énormément de plans d'aide comme tout le monde, je pense.
J'ai un peu l'impression aujourd'hui que passer par ma structure, c'est un petit peu exclusif, hein. Enfin, je dis souvent qu'il faut être un peu riche pour qu'on puisse intervenir auprès d'un bénéficiaire parce que les prises en charge sont basses. Et donc voilà, moi je voulais le partager avec mes confrères, voir ce qu'ils en pensent, voir ce qui est envisagé de leur côté ou ce qu'on peut dire sur leur territoire pour m'éclairer un petit peu et qu'est-ce qu'on pourrait demain, via les fédérations, mettre en œuvre pour un petit peu faire bouger les lignes sur le département. Voilà. En 2 minutes pour la conclusion, qui veut répondre à Florian? Je ne sais pas si ça vaut le coup de conclure sur ça, mais je suis d'accord avec ce que tu dis, Florian, et là-dessus, les pouvoirs publics sont coupables, puisque en fait, la mécanique de paiement de la part de la PCH à l'heure a tiré en fait tout un secteur vers le bas. Toute la logique de tarification, d'ailleurs, en fait, n'a pas été créatrice de valeur, puisque les structures tarifées ne vont pas mieux que celles qui ne le sont pas. Donc oui, il faudra plus d'argent. Alors, inévitablement, il y aura une habitude à peut-être devoir un peu plus investir à titre privé, peut-être aujourd'hui. On est un des pays, malgré tout, qui couvre beaucoup. Ceci dit, si la sphère publique, elle doit mettre plus d'argent. Je pense que si on veut la motiver à mettre plus d'argent, il faut aussi la rassurer sur la façon dont cet argent est utilisé. Et malheureusement ou heureusement, les drames qu'on vient récemment de voir montrent qu'il y a besoin de quand même regarder dans le détail la réelle façon dont est utilisée par les structures. Et on n'aura pas plus si on ne peut pas montrer qu'on fait mieux. Et donc, encore une fois, quand je regarde, je vois le numéro 1 et le numéro 2 de l'hospitalisation privée qui appartiennent soit à des Australiens, soit à des Américains, ça pose question. Quand on voit les groupes de maisons de retraite, d'EHPAD, ce qu'il se passe aujourd'hui, ça pose question. Veut-on ça dans notre secteur? On ne peut pas avoir des structures qui soient sur les territoires, à Béziers, à Nice, à Bordeaux, appauvries pour remonter et payer la dette. Ce n'est pas possible. Si on monte un système global basé sur ce mode de financement, la sphère publique ne mettra pas un centime de plus. Et à titre personnel, je pense qu'elle aurait raison. Donc nous devons aussi penser la consolidation du marché de façon responsable et raisonnable. Il faut que tous les acteurs gagnent plus, mais comme on vit essentiellement d'argent public, il faut qu'on rende des comptes. Donc il faut être plus contrôlé, il faut être plus transparent, il faut être plus éthique. Et si on fait ça, les gens ils vont se retourner vers nous. Parce qu'ils diront, je bosse, c'est difficile mon job, mais j'ai un employeur responsable, voilà, et je sais où va l'argent. Super. Je propose que ce soit la conclusion de l'émission, ou une des conclusions de l'émission. Vous trouverez d'autres émissions sur le même sujet et d'autres sujets sur ma chaîne YouTube. J'espère que nous avons fait avancer un petit peu votre réflexion. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi l'émission. Puis merci aux débattrices et débatteurs. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée.